Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Mon Horizon avec, en tant qu'invité du jour, Théo Malraison. Théo est décorateur d'intérieur et d'origine polynésienne et c'est aussi un enfant Fa'amu. Alors, bonjour Théo. Bonjour. Alors, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cet épisode. Ben, moi aussi, merci pour l'invitation, c'est très gentil. Avec plaisir, moi déjà je voulais éclairer un petit peu pour les personnes qui ne le sauraient pas, qu'est-ce qu'un enfant Fa'amu? Alors, un enfant Fahamou, alors en l'occurrence, je suis un enfant Fahamou. Faut savoir que moi, j'ai été adopté à la naissance. Donc, je suis né à Tahiti, il y a 27 ans. Et j'ai été adopté par une famille métropolitaine à l'âge de 3 semaines. Donc, je suis arrivé en France, j'avais 3 semaines. Voilà, donc je suis un enfant adopté et un enfant Fahamou et je suis très fier de ça. D'accord. Et la particularité d'être un enfant Fa'amu, c'est que c'est pas un abandon de la part des parents, c'est Pas ça? du tout. En fait, on peut traduire ça, si tu veux, par dans l'adoption, enfin du moins dans le fait d'être un enfant Fahamou, on traduit ça par on confie finalement un enfant. Donc une famille biologique confie un enfant à une famille adoptive. Et on garde le lien en fait entre ces deux familles et les deux familles sont liées par l'enfant. Donc ça repose essentiellement sur ça. Il y a une vraie connexion entre les deux familles et qui se fait à travers les enfants qui sont adoptés. Donc le lien est toujours gardé avec la famille Ouais. biologique. Ouais, le lien est toujours gardé, c'est le principe même du fahamou. C'est quelque chose qui est propre à la culture polynésienne, donc ouais. Toi, c'est quoi alors tes souvenirs de la Polynésie, si t'en as? Alors moi, les souvenirs que j'ai de la Polynésie datent un petit peu. J'ai eu la chance de partir en Polynésie il y a 20 ans, donc en 2005. C'est la première et la dernière fois que je suis parti en Polynésie. Et en fait, je suis parti en Polynésie du coup, avec mes parents adoptifs, mes frères et mes sœurs, parce que j'ai des frères et des sœurs qui ont été adoptés aussi, mais dans d'autres familles, toujours métropolitaines. Et en fait, on est parti avec toutes ces personnes-là. On était 11 personnes. Et en fait, on s'est envolé pour la Polynésie. Et on a fait un voyage d'un mois à travers toute la Polynésie pour découvrir un peu les îles, la culture, la vie là-bas. Et on a fini notre séjour euh, avec notre famille biologique pour les rencontrer, pour voilà, passer du temps avec eux. Et voilà, donc c'est ça, du moins, les souvenirs qui me restent de la Polynésie. Donc, ça veut dire que t'as appris assez tôt que t'étais adopté? Ouais. Moi, je l'ai su dès mon plus jeune âge parce que moi, mes parents, ils m'ont jamais rien caché. Ils ont toujours été très, très transparents, très honnêtes sur le sujet. J'avais à la maison, j'avais un album de photos, c'est comme on fait dans toutes les familles, on a des albums de photos voilà, de la naissance jusqu'à plus vieux. Et en fait, dans cet album photo-là, j'avais des photos de ma famille biologique. Donc, donc en fait, j'ai toujours eu accès à ces informations-là, à ces photos-là. Et je pense que c'était important pour moi parce que c'est ce qui m'a permis voilà, de pouvoir me construire aussi comme ça parce que on m'a jamais rien caché, on a toujours été très transparent avec moi. Donc, je pense que c'était quelque chose de très important pour moi pour me construire. Et il y a dû y avoir beaucoup d'interrogations quand même autour de ça. Enfin, quand on est petit, on se dit en fait, ma maman, mon papa, il y en a ici en France métropolitaine, mais il y en a aussi enfin, j'ai aussi des parents à l'autre bout du monde. Comment ça se passe dans ta tête un peu quand tu grandis avec ça? Alors c'est vrai, t'as raison. Je pense que quand tu es jeune, tu te rends pas forcément compte de ce que ça peut représenter, de l'histoire que ça peut être. C'est quand tu grandis ou quand les autres autour de toi te font remarquer les choses parce que tu sais, quand tu es enfant, tu vis un peu dans l'ignorance, t'es jeune, tu es un enfant, tu profites de la vie, c'est pas le moment, tu sais, de se poser des questions, t'as pas encore la maturité, la conscience de te poser les choses. Mais en fait, moi, quand j'étais petit, ce qui s'est passé, c'est que les autres autour de moi me renvoyaient à ces questionnements-là, que moi, je n'avais pas.
parce que pour moi, je vivais une vie normale comme tout le monde, mais c'est les autres qui pointaient des choses. Par exemple, voilà, ta couleur de peau, la texture de tes cheveux, et cetera, et cetera. Donc très jeune, j'ai été confronté à ça, sans comprendre pourquoi. Et après, effectivement, moi, mes parents, qui m'ont adopté sont blancs de peau tous les 2. Donc voilà, naturellement, il y a des choses, il y a des comparaisons qu'on commence à faire, des choses qu'on commence à chercher, qu'on trouve pas forcément. Et ça aurait pu ne pas être évident ou ça l'a pas été pour moi parce que moi, j'ai toujours été très, j'ai jamais eu de problème avec ça. Voilà. Et t'as grandi dans quelle ville en ici en France? Dans quelle ville? Oui. Alors moi, j'ai grandi dans les alentours de Metz, donc dans le Grand Est. Donc voilà, j'ai pas changé d'endroit, je suis toujours resté, dans le Grand Est. Donc il y avait déjà un peu de mixité, enfin il y a de la mixité un petit peu là-bas quand t'arrives et que t'es enfant, ou c'est vraiment t'es un peu l'intrus, on va dire, celui qu'on pointe un peu du doigt, il y en a toujours un à l'école, Ouais, ouais, c'était j'étais toi? un peu la personne exotique, du coin, si on peut dire ça comme ça. Mais non, non, il y avait pas du tout voilà, de mixité, à ce point-là. Je pense que dans l'école primaire dans laquelle j'étais possiblement peut-être la deuxième personne de couleur, je pense. Voilà, donc j'ai toujours été déjà un peu, heu, voilà, dans des cases, par ma couleur de peau, par tout ça. Voilà, ça a toujours fait partie de mon quotidien, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un peu une forme de colère, d'incompréhension qu'on peut avoir aussi, de se dire pourquoi est-ce que je me retrouve là, pourquoi est-ce que je suis pas avec mes vrais parents ou pas du tout? Heu, pas quand j'étais petit. Pas quand j'étais petit parce qu'encore une fois, t'as pas la maturité, je pense, nécessaire, à cette réflexion-là. Par contre, quand j'ai commencé à grandir, et que voilà, à l'adolescence, on se cherche un peu, on veut savoir qui on est, d'où on vient, et cetera. Là, par contre, j'ai commencé à me poser des questions parce que je pense que c'est même naturel. Tout le monde à cet âge-là, se pose des questions et puis c'est un peu l'âge voilà, de réflexion, de conscience où tu commences à te construire dans la vie. Donc c'est là où j'avais peut-être besoin de poser des questions, et j'avais pas forcément de réponse en retour ou alors, les réponses que j'avais ne me convenaient pas, forcément, quoi. Et en plus, t'es pas le premier de ta fratrie à avoir été adopté. Ouais, non, alors de ma fratrie à avoir été adopté, je suis le troisième, mais de ma fratrie en tout, je suis le cinquième, des enfants à avoir été adoptés. Dans ta famille adoptive, Dans ma famille, ouais, dans ma famille biologique. dans ta famille biologique. D'accord. Ouais, je suis le cinquième enfant à avoir été adopté dans ma famille biologique et le deuxième, enfin, ouais, troisième enfant, à avoir été adopté par nos familles adoptives et le deuxième enfant à avoir été adopté par ma famille adoptive à moi. Et comment ça se passe en termes de bah, grandir justement dans une fratrie où on a des frères et sœurs en tout cas de sang, c'est pas vraiment nos frères et sœurs. Tu sens une différence aussi quand tu grandis? Alors ce qui est étonnant, c'est que non, parce que nous, même si par exemple j'ai pas grandi avec mes sœurs, qui elles ont grandi ailleurs, enfin ailleurs. J'ai une sœur qui a grandi ici en Île-de-France, j'en ai 2 autres qui ont grandi, dans le sud, et en fait on était un peu, on était séparés toute notre vie. Mais alors on peut penser que justement parce qu'on a été séparés, parce qu'on ne vit pas, dans les mêmes endroits que voilà, qu'on n'a pas su tisser de liens ou qu'on n'a pas de complicité. Eh ben, pas du tout. C'est tout l'inverse. Ok. On est une fratrie très soudée, on s'aime énormément, on est très complices les uns et les autres, donc on a beaucoup de chance avec ça. Et pour revenir un petit peu à tout ce qui est bah, la question de se chercher quand on est adolescent, l'identité, etc. Comment est-ce que tu arrives à te créer une identité? La question est très large, mais à te créer toi justement une identité, à te dire je suis polynésien, j'ai grandi ici, t'arrives à te retrouver un petit peu dans tes origines? Ouais, de plus en plus. Je pense que quand j'étais plus jeune, ça m'intéressait moins parce que voilà, j'étais peut-être, un peu insouciant de tout. Mais maintenant que je grandis et maintenant que j'ai l'âge de fonder aussi ma propre famille, je me pose davantage de questions
sur mes origines, sur mes racines, sur ce qui m'a été donné et ce que je vais transmettre. Parce que voilà, c'est ça aussi que je disais tout à l'heure, c'est que avec mes frères et sœurs, ce qui est extraordinaire, c'est que on on n'a jamais été élevés ensemble, on n'a pas vécu ensemble, et pourtant on a des similitudes et des points communs et des fils conducteurs entre nous qui sont assez incroyables. Et en fait, Heu, ça, c'est quelque chose qui découle finalement de notre, famille biologique, parce que c'est la seule chose qui nous unit finalement avec mes frères et sœurs. Donc il y a des choses que j'ai en moi que je vais transmettre à mes enfants, et il y a des choses qui m'ont été données, par mon éducation, par mes parents adoptifs parce qu'ils m'ont élevé, et cetera. Donc ça aussi, c'est des bagages que je transmettrai, à mes enfants. Et la relation avec tes parents biologiques, c'est une relation que tu arrives à construire quand même ou, enfin, comment est-ce que toi tu l'as construit en fait, cette relation? Ouais, alors, j'ai un peu plus de difficultés à construire une relation avec, mes parents, biologiques. Non pas parce que je ne le veux pas, mais parce que je pense que, on a on a des vies qui sont très différentes aussi, et puis on a aussi des mentalités qui sont très différentes. Je pense qu'à mon âge, il y a encore des choses que j'aimerais comprendre, que je ne comprends pas forcément. Pour autant, j'en tiens pas rigueur. Je j'ai aucune animosité envers personne. Hem Mais par contre, je suis très, très proche, de tout le reste de ma famille, mes tantes, mes oncles, mes grands-parents, ma grand-mère, et cetera. Donc voilà, je suis très proche de ma famille en général. Et tu comprends leur choix d'avoir Oui, oui, je pense qu'à un moment donné, voilà, je me posais beaucoup de questions. Est-ce que c'est normal? Est-ce que, est-ce que finalement c'était justifié? Et j'ai arrêté de chercher à comprendre, parce que, parce que voilà, finalement, c'est quelque chose qui leur appartient. Moi, je suis ici, je suis très heureux d'être ici. J'ai une vie très heureuse ici, j'ai une partie de moi aussi là-bas. L'un ne va pas sans l'autre et les 2 font partie de moi, et voilà, je n'ai aucun, et j'accepte en fait, quoi qu'il en soit, peu importe les raisons, heu, peu importe le cheminement qui les a amenés à ça, j'accepte totalement, cette histoire-là, et voilà, il y a des choses qui leur appartiennent qui ne me regardent pas, donc voilà. et pour tes parents adoptifs qui ont du coup aussi adopté un de tes frères biologiques, c'est ça, qui était arrivé 4 ans avant toi. Est-ce que ça t'a aidé aussi le fait qu'il y ait quand même ton frère biologique dans cette même famille? Je pense que oui, hem, mais en réalité, je pense que finalement, moi, je vivais une vie normale. Donc c'est-à-dire que inconsciemment, ça devait m'aider parce que mon frère, ça a été un point de repère pour moi aussi. J'ai été un point de repère pour lui. Donc mutuellement, on s'est beaucoup apporté. Mais, mais j'avais pas la sensation d'être, différent des autres. Pour moi, je vivais une vie normale avec, mes parents, avec mon frère, sans voilà, sans qu'il y ait de distinction ou quoi que ce soit. C'était quelque chose de totalement normal pour moi, quoi. Et lui aussi, il a le même, on va dire, le même regard sur l'adoption que toi? Mon frère? Oui. Je sais pas. Ok. Je sais pas. Je pense pas. Je pense qu'il y a des points sur lesquels on se rejoint facilement, parce que là, c'est une histoire qui est quand même commune. Mais je pense que chaque enfant adopté, que ce soit mes frères et sœurs ou que ce soit, Ou d'autres encore. d'autres enfants, ont un regard, qui leur est propre, et je pense que mon regard est purement personnel et qu'il est pas du tout, il est pas du tout, voilà, il est pas du tout général. Je pense qu'il y a des enfants adoptés qui vivent un peu moins bien l'adoption, qui acceptent un peu moins bien les choses. Moi, c'est pas le cas, mais je comprends qu'il y ait des personnes qui puissent voir ça un peu plus difficilement. Et pour parler maintenant un petit peu de ton parcours professionnel, euh, tu fais un bac normal, enfin un bac général? Non, non, parce qu'en fait, et c'est là où en fait je me dis que mon sang polynésien a toujours été en moi, parce que
On sait qu'en Polynésie, voilà, les gens sont très attirés par l'art. Ouais, les créatifs, tout ça. Et voilà, Mm. exactement. Que ce soit la musique, que ce soit le dessin, la sculpture, la danse, etc. Je pense que l'art en général fait partie de la culture polynésienne. Et en l'occurrence, moi, j'ai toujours été attiré par ça. Depuis que je suis tout petit, je fais de la musique, je chante, je dessine énormément. Et donc moi, je me suis lancé dans un bac, je pense que ça n'existe plus, STD2A. C'était un bac sciences et technologies des arts appliqués. Et je me suis lancé là-dedans parce que voilà, c'est ce côté créatif et artistique que j'avais en moi, que j'avais envie d'exploiter un maximum. Et ouais, j'ai fait des études après dans l'art pendant quelques années. Et donc après, tu fais des écoles, des formations. Ouais. Je suis parti après en BTS à Lille, où j'étais en design d'espace, où j'ai vu ouais, un peu la scénographie, l'architecture, l'urbanisme, tout ça. Et après, je suis parti à l'étranger. Je suis parti 1 an à Montréal, où je me suis spécialisé dans le design d'intérieur. Et après, je suis revenu en France. Et donc, j'avais été diplômé, tout ça. Et je suis revenu en France et j'ai décidé de me lancer à mon compte à ce moment-là. Donc, j'ai ouvert une entreprise de décoration d'intérieur. Donc, il y a 6 ans. Sauf que dans la foulée, il y a eu le Covid. Donc Mauvais moment, voilà, malheureusement. mauvais moment, mais ça m'a pas empêché voilà, de quand même faire les choses et de lancer tout ça. Pendant 6 années, j'ai pu m'associer avec des architectes, avec des entreprises, des startups, etc. Euh, et donc j'ai pu travailler comme ça pendant 6 ans avec plein d'organismes. Voilà, donc pendant 6 ans, en majorité, j'ai fait ça, plus des projets à mon compte, voilà, que j'ai pu faire moi-même avec mon entreprise. C'est très autodidacte, quand même. Je crois, mais Ouais. C'est quelque chose qui te plaît? Enfin, ce quotidien aujourd'hui, il te plaît, le fait d'être, bah, de toi, être auto-entrepreneur, enfin, à ton compte? ouais, ouais, je pense que j'ai j'ai toujours euh, j'ai toujours aimé ça. Et je pense que voilà, je me voyais pas faire quelque chose. Enfin, du moins, je me voyais pas avoir un patron ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai toujours cherché à travailler par mes moyens, moi-même, etc. Contre vents et marées, mais c'est pas grave. Je pense que quand t'es passionné, quand t'aimes quelque chose, tu le fais. Et puis voilà. Donc t'as des inspirations un peu polynésiennes dans ton travail ou pas du tout? Je crois pas, étonnamment. Pourtant, je pourrais facilement, Oui, c'est pour je ça que je te crois. posais la question, ouais. Mais j'avoue que dans mon travail, j'ai eu une période où j'aimais énormément la couleur. Donc, je pense que peut-être que inconsciemment, c'était des inspirations qui me venaient de la Polynésie. Parce que voilà, Polynésie, c'est très coloré, Mmh. c'est très floral. Très chaud, très, oui. Voilà. Mmh. Donc, je pense que oui, j'ai pu avoir à un moment donné, mais c'est pas systématique, quoi. C'est marrant parce que, enfin, en général, que justement, quand on est de la Polynésie ou du Pacifique, quand on aime dessiner, etc., on se tourne directement vers le tatouage. Toi, c'est quelque chose auquel t'as jamais pensé? Non. Pas du tout. C'est vrai. Non, non, j'ai jamais. Si, j'y ai déjà pensé, mais c'est vrai que je pense qu'il y a des gens meilleurs que moi pour le faire. Voilà, je pense que voilà, je suis pas aussi doué que ça dans le tatouage, donc je laisse ça à ceux qui savent le faire. D'accord. Et donc, tu disais que depuis 2005, tu Ouais, n'es pas allé en Polynésie. Toi, tu es originaire de l'île de Rapa. c'est ça. Et est-ce que tu projettes d'y aller prochainement ou dans les années à venir? Alors j'aimerais beaucoup parce que l'île de Rapa, c'est l'île maternelle de ma mère, de ma grand-mère. Et en fait, je suis très très attaché à cette île-là parce que c'est une île qui pour moi aujourd'hui symbolise un petit peu voilà, la force, la résistance, le courage. Je trouve que les habitants de Rapa sont exemplaires en beaucoup de points parce que ils essayent du moins de faire en sorte de protéger cette île-là qui n'est pas très grande. Il n'y a pas beaucoup d'habitants. Et ils essayent par tous les moyens de protéger leur culture, de protéger
leur voilà leur terre, etc. C'est une île qui moi m'attire beaucoup parce que ma famille, une partie de ma famille vient de cet endroit-là et j'admire en fait ce côté communautaire qu'ils ont gardé. Très, très fort. Ouais, c'est rare en plus aujourd'hui parce que aujourd'hui, voilà, on est très individualiste. C'est très rare qu'on se comporte aussi de cette façon-là, d'être aussi communautaire, etc. Euh, et en fait, je trouve ça presque incroyable parce que ça se fait plus tellement. Et quand je vois aujourd'hui le monde, comment il tourne et tout, etc., c'est presque un exemple de se dire qu'il y a encore des communautés dans le monde qui sont capables de vivre, de vivre un peu en autarcie voilà, de préserver un maximum de choses, de préserver la langue, la culture, les terres, etc. Et je trouve ça exceptionnel, ouais. Tu penses que ça t'apporterait quoi, toi, personnellement, d'aller là-bas? Je, je pense que le jour où je mettrai les pieds là-bas, je pense que je pleure. Je pense que je pleure parce que c'est la terre de mes ancêtres, c'est la terre de mes grands-parents, c'est là où une partie de ma famille a été élevée. Ces terres-là ont tellement de choses à m'apporter, ont tellement de choses à me raconter que moi j'y suis tellement et profondément attaché. Hem, que je me sens même concerné quand il se passe des choses, quand il y a des événements, quand il y a des voilà, même des soucis politiques, des choses comme ça. Je me sens très, très concerné par ce qui se passe parce que, parce que c'est un endroit que j'ai envie de protéger moi aussi, comme l'ont fait, à l'époque, mes ancêtres et voilà et c'est un endroit un peu hors du temps qui est perdu en plein milieu du Pacifique, ouais, c'est un endroit qu'il faut garder, qu'il faut protéger. Conserver. Mm. Ouais et conserver, ouais. Et pourquoi est-ce que ça t'est pas venu à l'idée d'y aller avant? Alors parce que en fait, pourtant je savais, hein, depuis que je suis tout petit, je savais que ma mère biologique venait de Rapa, c'est écrit dans mon carnet de santé, donc je le savais. Mais j'ai commencé à m'y intéresser, quand j'ai rencontré ma grand-mère. Donc je l'ai rencontrée un peu tardivement. Je l'ai rencontrée, hem, je te dirais que je l'ai vraiment rencontrée en 2018. Même si je l'ai vue en 2001, parce qu'elle était venue à Paris et elle avait demandé à rassembler tous ses petits-enfants et en fait, je l'ai vue, mais j'en ai aucun souvenir. Mais en 2018, par les réseaux, en fait, j'ai commencé à parler avec elle, on a commencé à s'appeler et en fait, j'ai été tellement impressionné par cette femme-là, tellement impressionné par tout ce qu'elle avait à me donner, tout ce qu'elle avait à m'apporter, tout ce qu'elle avait, comme bagage à me transmettre que, ça a été une rencontre, vraiment marquante, quoi. Ouais, vraiment, hors du temps. C'était quelque chose d'extraordinaire et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à la découvrir elle, je découvrais une partie de mon île, enfin, de Rapa, de son île à elle, du coup et en fait, c'est là où finalement, oui, je me suis dit: «Mais quel endroit incroyable, quoi», c'est drôle que je m'y étais jamais intéressé, mais je m'y suis intéressé davantage, grâce à elle. Ça a été un peu l'élément déclencheur où tu t'es dit, ah, c'est littéralement dans ton ADN, en fait, tout ce qu'elle t'a appris. Totalement et puis il y a une politique un peu particulière là-bas qui est propre à Rapa. Donc pour tout ce qu'elle représente, pour tout ce qu'elle symbolise, j'admire l'île, j'admire, ses habitants, ouais, c'est très fort. Tu saurais me dire il y a combien d'habitants à Lapa ou pas? Je crois qu'ils sont à peine 500. Ouais, ils sont à peine 500. Et donc, au niveau de l'accès, enfin, pour aller là-bas, le voyage, on sait que c'est déjà très loin de la métropole à Tahiti, Ouais. mais après, c'est pas fini. Il y a Non, après c'est encore. pas fini, souvent je dis que Rapa, c'est le bout du monde. C'est-à-dire que Tahiti, pour beaucoup, c'est le bout du monde, Mhm. mais Rapa, c'est vraiment le bout du monde. C'est 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 encore encore un plus petit peu loin plus loin, que ouais. voilà, c'est encore plus loin que Tahiti et en fait, oui, il faut partir de Tahiti pour descendre jusqu'à Rapa.
Mais bon, faut soit prendre le bateau et t'en as pour plusieurs jours de bateau. Donc c'est très long. Ou Mhm. soit tu prends un petit peu l'avion, un petit peu le bateau, mais dans tous les cas, c'est un trajet qui est très long, qui coûte cher et qui est pas accessible à tout le monde parce que les places sont très limitées. Et les gens de Rapa tiennent énormément à ça, tiennent à ce que l'île ne devienne pas Touristique. voilà, ne devienne pas une attraction touristique et que voilà que les gens peuvent s'y arrêter volontiers, mais après pour y rester, pour séjourner là-bas, c'est plus compliqué. C'est pas aussi simple que s'en aller. On n'arrive pas, on pose pas ses bagages là-bas et on reste. Ça ne se fait pas. Et donc, ça veut dire que sur l'île de Lapa, il n'y a que des personnes originaires de Lapa. Il n'y a pas du Ouais, tout. il y a essentiellement que des gens originaires de Rapa. Il y a quelques personnes qui sont issues de la métropole. Il y a quelques personnes, enfin, c'est des conjoints ou des Oui. conjointes, voilà, qui sont issus de la métropole. Mais sinon, les seules personnes issues de la métropole qui sont sur l'île, c'est, me semble-t-il, les infirmiers et les infirmières de l'île, parce qu'il n'y a pas d'hôpital là-bas. Il y a seulement une petite infirmerie qui, du coup, prend en charge tous les malades quand ça arrive. Mais il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de médecin. Enfin, voilà. Et donc, tu prévois d'y aller quand? Euh, c- J'aimerais bien y aller l'année prochaine en vrai, mais c'est un trajet Ah, c'est un qui n'est périple, ouais. ouais, c'est un trajet qui est long, qui est onéreux. C'est pas aussi évident et puis en fait, moi je suis aussi lié à la Polynésie par mon histoire, par mon adoption, tout ça, donc c'est pas aussi simple pour moi de remettre les pieds en Polynésie parce que je pense qu'il y a aussi un peu d'appréhension dans tout ça. C'est pas comme si je partais en vacances, voilà, et je vais kiffer la vie et voilà, c'est encore autre chose, quoi. Il y a un bagage un peu plus lourd derrière et je pense que faut que je réfléchisse aussi correctement, mais c'est vrai que voilà, j'envisage d'y aller quand j'en sais rien, mais je me donne cet objectif-là et pour moi, c'est même un devoir et une obligation de le faire parce que voilà, les gens ne sont pas éternels non plus. Donc moi, j'ai mes grands-parents qui sont encore là-bas. Mon grand-père, je l'ai jamais vu. Ma grand-mère, je l'ai vue, mais quand j'étais tout petit. Donc les gens ne sont pas éternels et la vie me l'a fait assez comprendre. Tu dis que tu as beaucoup d'impréhension, c'est plus mentalement, je veux dire. Toi, tu dois te préparer mentalement à aller là-bas et à... Oui, oui, parce que comme je te disais, tu vois, je suis pas lié, enfin, je suis lié par autre chose que simplement le fait et l'envie de voyager. C'est là, j'ai mes frères et mes sœurs certains qui habitent encore là-bas. J'ai mes parents biologiques qui sont là aussi. Voilà, j'ai toutes ces personnes-là à voir, à rencontrer. J'ai des frères et des sœurs qui sont nés enfin, après 2005, donc que je n'ai jamais rencontrés. J'ai des neveux, j'ai des nièces, donc voilà, donc il y a beaucoup de gens, Émotionnellement, c'est ouais, lourd. ouais, émotionnellement, c'est quelque chose qui peut être très très intense. Et un voyage comme celui de Rapa, c'est quelque chose qui, je pense, qui se prépare évidemment financièrement et tout, mais même psychologiquement et mentalement, c'est quelque chose que je me dois de préparer de mon côté aussi. Et tes frères et sœurs biologiques qui ont été adoptés, eux, ils y sont déjà allés aussi ou pas encore? Alors, personne n'a été à Rapa, de tous ceux qui sont ici. Il y a juste mon frère, celui avec qui j'ai grandi, qui lui est retourné en Polynésie en 2021 ou en 2022, je crois, avec sa compagne. Et donc, il a passé un mois en Polynésie. Donc, lui, il a revu nos La parents. famille, ouais. Ouais, donc voilà, mais c'est le seul qui est retourné pour l'instant. Ok. Et aujourd'hui, tu dirais que tu te sens à ta place, ici, en métropole? T'as trouvé ta place? Oui, Comment? ouais, oui, moi, oui. Moi, je me sens à ma place ici et je pense que je me sentirai aussi à ma place là-bas. Parce que le fait même de me voir être autant concerné par ce qui peut se passer ici en France et ce qui peut se passer là-bas en Polynésie, euh, me font vraiment dire que voilà, qu'en fait, j'ai vraiment deux cultures, que les deux sont liées à travers moi et que
et que j'aime autant la France que la Polynésie et que j'aime autant mes parents et ma famille adoptive que ma famille biologique. T'as pu rencontrer d'autres enfants Fahamou ici? En France, ouais, j'ai pu en rencontrer pas mal parce que depuis que je suis plus jeune, je fais partie d'une association qui s'appelle Maeva Polynésie. En fait, j'y allais tous les ans et c'est une association qui regroupe toutes les familles adoptantes en Polynésie avec les enfants adoptés. Et du coup, ça permettait aux enfants adoptés et aux familles adoptives de pouvoir se rencontrer, échanger sur les histoires et les expériences de chacun. Donc j'en ai connu énormément, ouais. Ça t'a aidé de voir, de rencontrer des personnes qui sont dans la même situation que toi? Bah, je pense que inconsciemment, oui, parce que quand j'étais plus jeune, encore une fois, t'as pas la maturité, la conscience de tout, mais ne serait-ce que d'arriver dans un endroit où tu vois des personnes qui te ressemblent, bah, déjà là, c'est top, c'est bien, Mmh. parce que au quotidien, moi, je croisais personne qui avait ma couleur de peau ou qui me ressemblait. Donc là, tu te mets à, voilà, à rencontrer des gens qui viennent du même endroit que toi. Donc je pense que par rapport à ça, oui, ça ça a pu m'aider, mais en tout cas, j'ai pas du tout le souvenir que, nous, entre enfants adoptés, qu'on ait déjà parlé d'adoption là-bas, au sein même de cette association. J'ai pas le souvenir qu'entre enfants, on en ait parlé, ouais, je pense que C'est étonnant quand même. ouais. Et en tout cas, j'en ai aucun souvenir. Parce qu'en fait, enfin, je sais pas à quel âge t'as commencé à aller là-bas, mais au départ, comme tu dis, tu y fais pas attention parce que c'est ton quotidien. Donc tu dis, ah bah oui, physiquement on se ressemble, mais t'as intégré en fait que ton fonctionnement, c'est le fonctionnement de tout le monde. Ouais. C'est plutôt par rapport à ça. Ouais. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres associations que celle-là, où justement tu peux rencontrer d'autres enfants Fahamou ou pas? Pour les enfants Fahamou, non, je crois pas. C'est la seule en tout cas que je connais, moi personnellement, mais je sais pas. Mais t'as aussi un compte Instagram où tu Ah en oui, parles. moi, oui. Oui, moi j'ai fait effectivement une page Instagram qui s'appelle Être Fahamou, parce que moi j'ai remarqué que en fait mon histoire, euh, elle est pas si différente que ça des autres histoires. On a tous et toutes, je parle pour les enfants adoptés, pour les enfants Fahamou, on a tous plus ou moins la même histoire dans les grandes lignes. Et on partage tous beaucoup les mêmes ressentis, les mêmes sentiments, les mêmes émotions. Et, euh, et en fait, j'ai voulu, je l'avais déjà fait il y a quelques années, sauf que émotionnellement, c'était même compliqué pour moi de devoir recueillir des témoignages ou de devoir Mhm. ressasser tout ça. Mais là, récemment, effectivement, j'ai ouvert une page Instagram pour donner la parole à ceux voilà, qui souhaiteraient parler, qui souhaiteraient échanger, qui souhaiteraient raconter leur histoire, partager leur histoire, parce que je pense qu'entre enfants adoptés, on peut s'aider les uns et les autres, on peut s'identifier aussi et en fait, simplement se rendre compte qu'on n'est pas seul et qu'on est plein, on est beaucoup à vivre ces histoires-là et, euh, et que c'est important je pense, pour certains d'entre nous, de pouvoir voilà, s'identifier. Parce que toi, tu te reconnais aussi dans les témoignages que tu peux Ah oui, recueillir. totalement. Totalement, ouais. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que je dis, il y a vraiment pas grand-chose qui est différent, quoi. On pourrait presque juste remplacer les noms, qu'on aurait les mêmes histoires, quoi. Et ça a été quelque chose de tabou, enfin, de parler de ça en tout cas avant, parce que maintenant c'est peut-être moins pratiqué, on va dire, le Fahamou, mais est-ce que ça a été un tabou à un moment donné de dire je suis enfant Fahamou? Oui, ouais. Quand j'étais adolescent, ça l'était un peu, parce que, tu sais, c'est un peu l'âge où tu peux, comment dire, tu peux facilement vriller dans ta tête et faire un peu n'importe quoi. Donc à ce moment-là, c'était très tabou et je pense que pour se protéger aussi les uns et les autres, c'est vrai que l'adoption, on n'en parlait pas beaucoup. En tout cas, avec mes frères et sœurs, on s'est beaucoup préservé de ça à un moment donné, jusqu'à ce que ça devienne une nécessité pour nous de connaître, de savoir et d'en parler. On avait fait une émission de télé il y a presque 10 ans maintenant
sur France 2 avec Frédéric Lopez qui nous avait gentiment invités pour qu'on parle de cette histoire-là. Et en fait, le, le fait même qu'on puisse être sur un plateau de télé avec ma famille, pouvoir parler de notre histoire et tout, euh, ça a permis, même nous, au sein de ma famille, de pouvoir décanter certaines choses c'est-à-dire que j'étais sur le plateau de télé, j'entendais des choses que mes frères et mes sœurs racontaient que je n'avais jamais entendues. C'est-à-dire que c'était la première fois qu'on se livrait autant et à partir de là, on a compris qu'il fallait en parler, qu'il fallait se dire les choses et qu'on est là pour se soutenir et tout. Donc, Et aujourd'hui, il y a un peu une forme d'apaisement quand même que ouais, tu as réussi à oui, oui. développer par rapport à ça. Mm. Ouais, ouais, totalement. Maintenant, on est capable de pouvoir se parler, de tout ça, les yeux dans les yeux. Donc, c'est devenu, c'est moins tabou aujourd'hui, on va dire. Je pense qu'il y a toujours des petits sujets ou des petites choses qui peuvent être un peu délicates, mais sinon, dans les grandes lignes, on est devenu très ouvert sur le sujet. Et en tant que, du coup, qu'ultramarin qui a grandi en métropole, est-ce que c'est déjà arrivé, je t'en parle parce que c'est un peu mon cas à moi, comme moi j'ai grandi ici, de te sentir un peu en manque de quelque chose, en manque de ta culture, en manque de connexion? Et du coup, en plus de ton travail, est-ce qu'il y a un autre moyen, justement, où tu arrives aujourd'hui à te rattacher à ça? Euh, Alors, bah, moi, comme toi, je crois, je pense que oui, il y a un moment donné où j'ai eu ce manque-là parce que, en plus du fait d'avoir été adopté, je crois qu'il me fallait compléter ce que je n'avais pas, c'est-à-dire la partie, du moins le côté polynésien. Donc, il a fallu que j'y m'y intéresse, il a fallu que voilà, que j'apprenne à parler, que j'apprenne un peu plus de la culture, de tout ça. Et je pense que, ouais, j'ai ressenti ce manque-là à un moment donné, mais parce que je me sentais un peu incomplet comme ça, tu vois. Je pense que c'est un peu le cas pour beaucoup d'entre nous qui venons du Pacifique. Je pense que voilà, quand on grandit ici, on est lié finalement à la culture métropolitaine, la culture française, tout ça, et il n'y a aucun problème avec ça, mais qu'effectivement, on demeure un peu incomplet aussi d'une certaine façon parce que on est aussi des enfants d'ailleurs. Donc, Mais c'est surtout que je pense qu'on a un manque de quelque chose qu'en fait on n'a jamais vraiment eu, mais on sent il manque quelque chose, oui, quoi. c'est ça. C'est ça. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, toi, par rapport à ça, enfin, c'est quelque chose qui est beaucoup moins fréquent aujourd'hui, les enfants famous. J'ai l'impression, ouais. J'ai l'impression, je pense, pour plusieurs raisons politiques aujourd'hui, mais euh, quoi qu'encore, j'ai cru entendre une bonne nouvelle là, il y a quelques jours qu'un papa avait réussi à adopter un enfant en Polynésie, me semble. Mais c'est vrai que maintenant, je crois que voilà, c'est plus aussi ouvert ou ouais, je pense que c'est un sujet maintenant qui est tellement politisé, qui est tellement compliqué que voilà, que c'est plus comme il y a 30 ans en arrière, quoi. Ça, c'est sûr. Et pour clôturer ce podcast, moi, j'aimerais bien te poser une question qui est très large, mais c'est si tu avais un conseil à donner à un ultramarin ou En fait, pour toi, la question, elle est beaucoup plus particulière parce que c'est un sujet qui est assez singulier. Que ce soit pour un enfant Fahamou ou encore un ultramarin qui a grandi ici en métropole, quel conseil est-ce que tu lui donnerais s'il se sent mal ou s'il a besoin justement de se rattacher à sa culture? Euh, je, je pense que ça va être tout bête, hein, mais je pense que c'est important d'être soi-même. Je pense qu'on est nous-mêmes quand on ne triche pas, quand on est vrai avec soi. Et je pense que la façon d'être le plus vrai avec soi-même, voilà, c'est de ne pas tricher, c'est de comprendre qui on est, d'où on vient. Et je pense que c'est un peu un conseil que je m'appliquerai à moi-même, tu vois. J'ai pas envie de tricher avec ce que la France me donne. J'ai pas envie de tricher non plus avec ce que j'ai hérité de la Polynésie. Et que les deux font de moi la personne que je suis aujourd'hui. Et j'en suis fier. Et voilà, et tout le monde doit être fier de ça. Ok, je suis désolée, ça m'amène sur une autre question par rapport à toi. Est-ce qu'il y a encore des choses qui sont difficiles aujourd'hui? Par rapport à l'adoption, Ouais.
Euh, je te dirais que non, dans la mesure où j'ai pu faire un peu un tri, j'allais dire un deuil, mais non, pas un deuil, mais un gros tri du moins sur, euh, voilà, sur mon histoire, sur ma vie, sur tout ça. Donc aujourd'hui, j'ai plus vraiment de tristesse ou de colère ou de choses qui pourraient me perturber encore aujourd'hui, parce que j'ai été, on va dire, pas forcé, mais je crois que j'ai été un peu obligé quand même d'être dans l'acceptation. Parce que je crois que si j'avais pas fait ce travail-là d'acceptation, parce que finalement, j'aurais pu ne pas accepter ma situation, j'aurais pu ne pas accepter mon adoption, ne pas accepter pourquoi je suis ici, j'aurais pu me poser plein de questions, sauf que dans ces moments-là, à qui en vouloir, tu vois? Je suis ici, c'est pour une raison. Je ne peux pas, je peux pas remettre en question ou même revenir en arrière, voyager dans le temps, c'est impossible. Donc autant accepter le fait que je sois là et en être fier et autant conjuguer finalement les 2 parce que c'est ce qui font la personne que je suis et c'est qu'il y a pas, hem, heu, que de la place pour l'un ou que de la place pour l'autre, c'est qu'il y a de la place pour les 2, pour la France, pour la Polynésie, pour ma famille adoptive, pour ma famille biologique et que les 2 font partie de moi et que c'est devenu en fait aujourd'hui mon équilibre, ma fierté et c'est en partie grâce à l'acceptation parce que, sans ça, je pense qu'on On on n'avance se pas. on n'avance pas et on aurait beaucoup de barrières dans la vie, ouais. Super. Et ben, merci beaucoup Théo pour ton témoignage qui était très touchant, très Bah, merci inspirant. à toi, c'est gentil. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Mon Horizon et on se retrouve très bientôt avec notre prochaine invité.